Salut tout le monde, je suis Alex. J'anime une émission de radio libre nocturne sur une petite fréquence locale dans le centre de la France. La plupart des appels proviennent des habitants des localités proches, et parfois des camionneurs qui passent par là et qui s'ennuient une fois la nuit tombée. De 22h à 5h du matin, je passe mes disques préférés, et surtout je reçois les appels de ceux qui veulent échanger à propos de nombreux sujets, surtout politiques ou ayant trait à des initiatives culturelles du coin. Le samedi soir est la soirée entièrement réservée à la radio libre. C'est à ce moment-là qu'on reçoit le plus d'appels, et qu'on fait nos meilleures audiences. C'est pour ça qu'au début de la saison, on a décidé de consacrer une partie du samedi soir, à partir de minuit, aux faits inexpliqués et paranormaux. On appelle cette partie de l'émission Radio Libre Paranormal, c'est pas très original, mais c'est efficace. Kevin, mon collègue qui s'occupe du standard et du son, a même préparé un tapis sonore bien flippant pour l'émission, à base de cris de femmes pris de films d'horreur et de musique synthwave. Et honnêtement, jusqu'à samedi dernier, on s'amusait bien. On avait régulièrement des appels d'ados du coin prétendant avoir vu le fantôme de leur grand-mère, ou aperçu des gens bizarres qui les suivaient. Bref, des histoires pour se faire peur, mais auxquelles personne ne croit vraiment. C'était bon enfant. Un peu l'équivalent des histoires qu'on se raconte autour d'un feu de bois. Je pense que les réditeurs de R Horreur savent de quoi je parle. Mais samedi dernier, on a reçu un appel qui n'avait rien à voir avec ceux dont on avait l'habitude. Il était environ minuit 30, et l'émission avait bien commencé, avec un mini-débat sur le dogmam. On était en train de passer un titre de Carpenter Brut lorsque Kevin me fit un petit signe pour allumer mon casque. Il avait quelque chose à me dire. Et Alex, on a un témoignage sur la ligne 2. Ok. Nom, profession, raison de l'appel? C'est un camionneur, Bernard, qui... Je crois qu'il a un problème avec son camion. Ok, on va voir. On le prend. Dès que la chanson a fini, j'ai repris mon numéro habituel. C'était Turbo Killer de Carpenter Brut. Vous écoutez toujours Radio Libre Paranormal, l'émission qui vous fait frissonner des pieds à la tête, sur votre canapé ou sous votre couette. Et nous avons un nouvel appel, de la part de Bernard. Bernard, vous nous entendez? Après quelques secondes de grésillement, une voix rauque a répondu. Oui, je vous entends. Bernard, c'est ça? Alors vous faites quoi dans la vie, Bernard? Je suis chauffeur routier. Très bien, et vous transportez quoi de beau? Mais on s'en fout de ça. Bernard venait juste de hurler. J'avais un peu l'habitude de gérer ce genre de comportement. Il arrive que certaines personnes appellent la station en étant ivres, ou en colère, et on les coupe direct. On n'est pas là pour se faire insulter ou faire du drama. Cependant, je laisse toujours une chance à l'intervenant de se rattraper. Oh Bernard, va falloir se calmer là. On parle pas sur ce ton. Pardon, je suis désolé. Disons que je suis sur les nerfs. Pourquoi Bernard, que se passe-t-il? J'étais en train de conduire, et vers 20h j'ai décidé de m'arrêter sur une aire d'autoroute pour pioncer quelques heures. Bizarrement j'en trouvais pas, et à un moment j'ai vu une sortie qui indiquait le village de Bria. Du coup, je suis sorti de l'autoroute et je me suis retrouvé à suivre une vieille départementale. Ça m'éloignait de ma destination, et il n'y avait pas d'air de repos à l'horizon. Au bout de quelques kilomètres, je suis arrivé à Bria. Il y avait une station-service à l'entrée du bled, alors je m'y suis arrêté pour faire un peu d'essence et tailler le bout de gras avec le caissier. Il était un peu étrange. Étrange, c'est-à-dire? Ben, quand je suis entré dans la station-service, il était tout à fait normal. C'était un jeune gars, la vingtaine, avec des cheveux longs et une casquette noire. Je lui ai demandé de me faire un café et j'ai voulu payer pour l'essence, mais ma carte n'est pas passée. Heureusement j'avais du liquide sur moi. Sauf que quand j'ai sorti mes euros, le mec m'a dit qu'il ne prenait que les francs. Les francs? J'ai cru à une blague. Mais il était sérieux. Puis son regard a changé. Comme si un voile s'était déposé sur ses pupilles, ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit, en face, vous n'êtes pas d'ici. Partez. Ouah, Bernard. Désolé que vous ayez eu une mauvaise expérience. Personnellement, je ne connais pas de village nommé Bria,
mais si nos auditeurs connaissent cette commune, ou mieux, y vivent, qu'ils nous appellent au standard. Qu'avez-vous fait ensuite? Je suis retourné dans mon camion, et au lieu de faire demi-tour comme mon instinct me le hurlait, je me suis dit que j'allais trouver un endroit pour manger chaud et peut-être dormir. Dans le village même. Bien sûr. Bria est un petit village assez joli, mais très vieillot. Imaginez quelques dizaines de maisons datant du début du XXe siècle, probablement. Au centre-ville, il y a l'église et quelques commerces. Je me suis garé comme j'ai pu, et je suis sorti pour chercher un resto. Il faisait déjà nuit, et heureusement il n'y avait pas de circulation. J'ai marché quelques minutes pour arriver au centre du village. J'ai rapidement identifié une brasserie où il y avait un peu de monde. À 200 mètres, 3 gamins jouaient à la balle dans une rue, éclairée par un lampadaire. Je me suis approché de la brasserie et j'ai cherché la liste des plats sur la devanture. Au bout d'un moment, j'ai eu une impression étrange, comme si j'étais épié. Je me suis retourné. Les 3 gamins avaient arrêté de jouer au foot et me fixaient, immobiles. Leurs yeux. La voix de Bernard s'est brisée, à ce moment-là. Bizarrement, je me suis rendu compte que j'avais la gorge nouée. Continuez, Bernard. Leurs yeux étaient, je vous le jure, comme ceux du caissier de la station-service. Et l'un d'entre eux a lentement levé son bras, pointant son index dans ma direction. Il semblait dire quelque chose, mais je ne pouvais pas l'entendre à cette distance. Ok, c'est vraiment chelou. Je suis entré à ce moment-là dans la brasserie. Je me suis dirigé vers le comptoir. Il y avait une femme d'une quarantaine d'années qui était en train de servir une bière à un autre client. Je lui ai demandé s'il servait à manger, et surtout s'il acceptait les euros. À la mention de cette monnaie, la femme m'a regardé bizarrement et a répété les euros, comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle entendait parler de ça. Elle a ri, puis son visage s'est comme figé. Là encore, un voile est passé sur ses yeux, et ses traits se sont relâchés. Son visage n'était plus qu'une sorte de masque de chair. Elle m'a fixé et a clairement dit, « Vous n'êtes pas d'ici. Partez. » J'ai reculé, comme sous le choc d'un coup. Elle était devenue exactement comme le caissier de la station-service, et avait dit les mêmes mots. Je me suis rapidement rendu compte que tous les autres clients de la brasserie avaient également leur regard posé sur moi, arborant tous la même expression vide. J'ai senti les poils de mes avant-bras se hérisser alors que toutes les personnes du restaurant se mirent à scander « Partez! Partez !» J'ai failli tomber en reculant, mais je me suis rattrapé au dernier moment à la poignée de la porte. Je suis sorti du bistrot, et ai pris une grande inspiration une fois dans la rue. Je me suis retourné, les clients de la brasserie étaient maintenant massés devant les devantures et leur regard était toujours rivé sur moi. Ils continuaient à hurler « Vous n'êtes pas d'ici. Partez !» Une douleur soudaine à la tempe me fit gémir. J'ai porté les doigts à ma tête. Une substance chaude dégoulinait de mon front. À mes pieds gisait une pierre ensanglantée. Je relevai les yeux et j'ai vu les 3 enfants, qui auparavant jouaient au foot, venir vers moi. Ils avaient chacun dans leurs mains une pierre. À ce moment-là, j'ai pris les jambes à mon cou. Alors que je courais en direction de mon camion, je pouvais entendre les enfants crier « Vous n'êtes pas d'ici !» Une pierre a effleuré ma tête et est allée rebondir sur le pavé, à quelques dizaines de centimètres de moi. J'ai couru et couru. Au bout de quelques minutes, je n'entendais plus rien derrière moi. J'ai rapidement jeté un coup d'œil. Personne. J'ai repris doucement mon souffle. J'étais quasiment arrivé à mon camion. Je me suis dit qu'il fallait que je reprenne la route immédiatement et que je quitte pour toujours ce village du démon, pour ne jamais y revenir. Lorsque je suis arrivé à la hauteur de mon véhicule, je me suis aperçu que les pneus étaient dégonflés. En m'approchant, j'ai constaté qu'ils avaient été lacérés. J'ai lâché un putain, alors qu'une ombre se détachait progressivement des ténèbres alentour. Je reconnus immédiatement la silhouette, c'était le caissier de la station-service. Le jeune portait toujours sa casquette, vissée sur ses cheveux longs et filandreux, mais tenait maintenant un long couteau. Certainement le même qu'il avait utilisé pour lacérer les pneus de mon camion. Il s'est avancé vers moi et murmura, entre ses dents, « Vous n'êtes pas d'ici. » Il s'est jeté sur moi, le couteau visant ma jugulaire. En un quart de seconde, mes réflexes me surprenant moi-même, j'ai évité le coup,
passant ma tête sous le bras du caissier. J'ai perdu l'équilibre et suis tombé, cognant mon épaule contre la surface froide et dure de l'asphalte. Le jeune homme émit un cri et s'apprêta à me poignarder. Sans réfléchir, je lui ai porté un coup de pied dans le genou gauche, ce qui a suffi à le déstabiliser. Son pied a glissé, et il s'est affalé juste à côté de moi. Je me suis mis sur lui et ai maintenu mon avant-bras droit contre sa trachée, pour l'empêcher de respirer, et j'ai agrippé sa main droite, celle qui tenait le couteau. Le caissier avait les yeux écarquillés et de la bave coulait de sa bouche sur son menton. Il était comme enragé. Alors que je tentais de le maintenir sous mon poids, il a mordu l'avant-bras que j'utilisais pour l'étouffer, et j'ai relâché ma prise. Le jeune homme en a profité pour faire un mouvement de son bras droit. La lame du couteau m'a entaillé la joue gauche. Je gémis alors que la douleur parcourait le côté gauche de mon visage. J'ai empoigné sa main droite et, toujours utilisant mon poids, ai tenté de rediriger le couteau vers son visage. Dans un ultime effort, j'ai laissé sortir un hurlement de rage et j'ai mis toutes mes forces pour abaisser la lame, qui s'est plantée dans le cou du jeune homme. Le caissier, que j'avais vu pour la première fois peut-être 1 heure auparavant à peine, était maintenant allongé sur la route, un couteau planté dans la gorge. Il essayait encore de dire quelque chose, mais sa bouche était emplie d'un liquide gluant et de couleur rubis. Après quelques instants, il arrêta de respirer. Je me suis relevé difficilement. J'avais mal sur tout le côté gauche de mon visage, à cause de la pierre reçue sur la tempe et de la blessure que le jeune homme m'avait fait à la joue. Du sang coulait sur mes vêtements. Je suis monté dans l'habitacle de mon camion et j'ai fermé les portes à clé. Je ne pouvais pas rouler avec les pneus dégonflés. J'ai pris mon téléphone portable. Il n'y avait aucun réseau. Puis je me suis souvenu de ma CB. C'est comme ça que j'ai réussi à capter votre émission. S'il vous plaît, maintenant que je vous ai raconté mon histoire, appelez la police et dites-leur de venir le plus vite possible à Bria. S'il y a bien une règle d'or en radio, et dans les médias de manière générale, c'est de ne jamais laisser de silence à l'antenne. Mais après ce témoignage, je vous avouerai que je ne savais plus quoi dire. Dans mon casque, Kevin devenait fou. Alex, reprends l'antenne. Je me suis repris. Ok, Bernard, merci de ce témoignage absolument poignant. Mon assistant va appeler les forces de l'ordre immédiatement. Dites-moi, vous êtes toujours dans votre camion? Oui. Je suis trop fatigué pour bouger, là. D'accord, très bien. J'ose espérer que cette histoire, qui était très bien racontée, ne méprenez pas ce que je vous dis, évidemment, que cette histoire donc, est une fiction, n'est-ce pas, Bernard? Quoi? Mais vous n'avez rien compris, ma parole. Non, tout est vrai. Mais, je cherchais mes mots un instant. Pourquoi les villageois se sont-ils tous ligués contre vous? Ça ne fait aucun sens. Écoutez, je crois. Vous allez me prendre pour un fou, mais je crois que je ne suis plus dans le même monde. Pardon? Je ne crois pas que je sois dans le monde normal, reprit Bernard. Ici, ils n'utilisent pas les euros, et ils disent tous que je ne suis pas d'ici. Je crois que, lorsque j'ai pris cette sortie d'autoroute, d'une certaine façon, et je ne sais pas comment, j'ai changé de réalité. Ça expliquerait pourquoi la carte bancaire ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas de réseau téléphonique, continuai-je. Exact. Pour une raison que j'ignore, les ondes radio fonctionnent encore. Ce qui me permet de vous parler. Je pense que les habitants de ce monde comprennent instinctivement que je n'appartiens pas à cette réalité, comme un glitch ou un virus, je sais pas. Et ils doivent m'éliminer. Ok. Kevin, depuis le standard, me fit signe qu'il était en train de parler à la police. Très bien, Bernard, restez encore en ligne, nous avons contacté la police. Oh non. Bernard? Ils sont là. Qui est là? La police? Non. Les villageois de Bria. Ils sont tous là. Ils sont armés. Et... Un bruit sourd satura la communication. Bernard? Qu'est-ce que c'était? Des pierres. Ils se mettent à en jeter sur le camion. Oh merde! Encore un autre bruit sourd. Puis un autre. Et un autre. Bernard, vous êtes avec nous? Ils sont maintenant autour du camion, hurla le chauffeur routier.
Ils essaient de briser les vitres. Non. Non. Bernard? Bernard? Plus personne ne répondait à l'autre bout du fil. Kevin me regardait avec des yeux gros comme des œufs d'autruche. Je lui fis signe de mettre un disque, ce qu'il fit immédiatement. World in My Eyes de Dépêche Mode commença à émettre sur les ondes. J'ai enlevé mon casque et j'ai rejoint Kevin au standard. Tu as pu avoir la police? Ouais, mais il n'y a pas de village qui s'appelle Bria. Quoi? Les flics ont cru à un canular. Ils bougeront pas. Donc c'était une blague? Ouais, sûrement. J'étais soulagé, et en même temps une inquiétude continuait à sourdre en moi. Tout cela avait paru tellement réel. Kevin et moi avons laissé plusieurs disques passer avant de reprendre l'antenne. Nul besoin de vous préciser que tous les appels suivants souhaitaient parler de ce qui venait de se produire. On a fini l'émission comme d'habitude à 5 heures du matin, lessivé. Alors qu'on sortait, à la fin de l'émission, on s'est rendu compte que plusieurs hommes en costume cravate attendaient devant la station de radio. Ils se sont présentés comme des gendarmes et nous ont montré leur badge, assez pour qu'on voit marqué gendarmerie, mais pas assez longtemps pour qu'on se rappelle de leur nom. Ils nous ont dit avoir été appelés par la police et qu'une investigation pour le meurtre d'un jeune homme avait été ouverte. Ils devaient prendre toutes les bandes de l'émission de cette nuit, et qu'elles seraient utilisées dans le cadre de l'enquête. Kevin et moi leur avons tout donné. Puis ces hommes sont montés dans leur SUV noir et sont partis. Le lundi, nous avons appris que la station de radio avait fermé. Notre patron est injoignable. Par curiosité, Kevin et moi sommes allés au commissariat pour savoir qui était en charge de l'enquête. Les flics n'étaient au courant d'aucune enquête. Ils n'avaient jamais transmis l'information à quiconque. Ils pensaient vraiment que c'était un canular. Quelques jours après, Kevin m'a appelé. Il était très angoissé. Il m'a dit que la fréquence sur laquelle nous émettions notre radio libre était dorénavant inaccessible. Il n'arrivait pas à comprendre comment ce soit le cas, hormis si quelqu'un avait mis en place un bloqueur. Aujourd'hui, je partage ce témoignage sur Reddit, car je pense que tout le monde doit savoir ce qu'il s'est passé. Je mets peut-être ma vie en danger en faisant cela. Bernard a-t-il réellement visité une réalité parallèle? Je l'ignore. Mais en tout cas, certaines personnes ne veulent pas que ça se sache. Et surtout, si vous voyez un panneau de sortie indiquant le village de Bria, ne le prenez jamais.